Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus ce soir pour les 30 ans de l'IUT, 93, vous l'avez vu, 2023. L'IUT a bien grandi depuis, notamment les enseignants qui sont là, qui l'ont vu naître petit, et surtout bien grandir avec cette installation dans ces nouveaux locaux. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir pour fêter ces 30 ans. Je vous propose de ne pas tarder, de commencer tout de suite. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir avec nous Monsieur Didier Pitlet, qui est auteur, conférencier, enseignant et créateur de la marque Employeur. Il nous fait l'honneur d'être là chez nous pour les 30 ans. Nous tenons vraiment à vous remercier et je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. C'est plutôt moi qui suis honoré d'être devant un parterre aussi important pour les 30 ans de l'IUT. Alors, je vais vous partager peut-être un peu plus de 30 ans d'expérience liée aux enjeux humains dans l'entreprise. Je vais aborder avec vous tout ce qui a trait au changement actuel de paradigme dans le rapport au travail, notamment avec votre génération, je parle des plus jeunes, la fameuse génération Z qui est en train de bousculer beaucoup de choses, et tout ce qui va avec autour de la marque employeur. Alors ce concept, je l'ai créé et déposé en 98, donc vous voyez, c'est un concept qui date déjà, qui est un concept fondé sur essentiellement du bon sens, sur lequel je vais revenir, et qui progressivement est devenu presque un lieu commun dans les entreprises. À l'époque, quand je l'ai créé, les grands adversaires de ce concept, c'était les DRH. Les DRH me disaient, mais tu es fou, tu mélanges torchons et serviettes, l'humain, c'est pas du marketing, etc. Bref, et il a fallu vraiment lutter pour imposer ce concept. Aujourd'hui, il n'y a pas une boîte qui ne parle pas de marque employeur, dans 9 cas sur 10, souvent pour dire des bêtises. C'est-à-dire pour racoler, pour faire de la drague de candidats, alors que la marque employeur, et on va le voir ensemble, c'est un vrai enjeu de stratégie d'entreprise, parce que ce n'est pas un sujet RH. Première idée reçue peut-être à combattre, la marque employeur n'est pas un sujet RH. C'est un sujet de gouvernance d'entreprise, car elle met en avant l'ambition humaine de l'entreprise. Et encore faut-il, évidemment, que cette ambition soit connue, reconnue et partagée par tout le monde. Et donc, le titre de ma conférence, ce n'est pas un titre de management classique, c'est la foi en l'humain. On ne peut pas parler de marque employeur si on ne croit pas profondément en l'humain. On ne peut pas parler de leadership si on ne croit pas profondément en l'humain. Alors bien évidemment, il y a plein de bons manuels, du super manager, et vous avez toutes les belles formules à la mode qui parlent de l'humain. Mais l'humain, ça se vit avant tout par le cœur et par les tripes. Et s'il n'y a pas cela, que ce soit dans le monde professionnel comme ailleurs, eh bien à un moment donné, ça fait très fake et ça ne marche pas. Donc je vais vous proposer un petit voyage dans ce qui se passe actuellement sur le marché du travail, ces grandes mutations, ces bing bang, parce que sachez-le, notamment pour les étudiants, vous êtes à une encablure d'entrer dans la vie active, les entreprises sont très déboussolées actuellement par les nouveaux comportements, par les difficultés à attirer, les difficultés à fidéliser, et globalement, c'est vous qui allez changer évidemment le monde de l'entreprise dans les années à venir. Alors, la définition que j'avais faite en 98 du concept de marque employeur est très simple. Déjà, la marque employeur, ce n'est que la marque. S'il n'y a pas de marque forte, il ne peut pas y avoir de marque employeur. Donc, je vois parfois des entreprises qui n'ont aucune conscience de marque et qui se lancent dans des chantiers de marque employeur. Eh bien, il faut commencer, au début, travailler sa marque. Et c'est la marque donc traitée sous l'angle employeur par la mise en cohérence de toutes les expressions internes, externes, employeur, au nom de la performance de l'entreprise. Donc il y a 3 mots, marque, cohérence et performance. Tout le reste, sincèrement, c'est du baratin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en interne ce qu'on prétend être à l'externe et vice-versa, et unir le collectif pour justement atteindre les objectifs partagés. Cette définition, évidemment, elle est toujours d'actualité, et j'aurais presque tendance à dire plus que jamais d'actualité. Alors on va parler essentiellement d'humain, vous l'avez compris. L'homme, depuis qu'il est actif, eh bien, il crée de la tribu. Quelles que soient les latitudes, nous sommes des animaux de tribu. Et donc l'entreprise, elle n'y échappe pas. C'est une tribu à part entière. Et on va se rendre compte que malheureusement, sous la pression des marchés financiers,
sous la pression de la communication aussi, des concepts, eh bien, beaucoup de choses sont désincarnées dans le monde de l'entreprise. Et la marque employeur, elle est là pour motiver, comment dirais-je, presque interpeller les dirigeants à incarner réellement leurs paroles pour justement faire tribu. Alors, rapidement, un petit tour du monde du travail. Bon, il y a de nouvelles postures qui se sont dégagées ces dernières années. Alors bon, vous avez sûrement entendu parler, on est quand même en plein emploi. Je parle des marchés des cadres, puisqu'aujourd'hui, on est à 2,5 chômage des cadres, à peu près en Île-de-France, à peu près au niveau national, c'est à peu près pareil. Donc c'est très, très sur le marché du travail. Et donc, il y a eu des nouveaux comportements, alors certes accélérés par la Covid, mais tout ce que nous vivons actuellement a germé depuis 10 ans à peu près. Avant la Covid, on voyait déjà pointer des abandons de postes, ce qui était inimaginable à mon époque quand je suis rentré sur le marché du travail, surtout chez les cadres. On voyait des comportements un peu de zapping, etc. Bon, ben tout ça, ça se généralise. On parle beaucoup de désengagement intergénérationnel. Alors on va voir pourquoi, hein, bien évidemment. On parle de turnover, d'influence évidemment des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, eh bien, elle est en pure, entre guillemets, sur la place publique. Tout se sait, tout se dit en temps réel dans l'entreprise. Et ce qui est important, évidemment, quand on prétend être un employeur de référence, si on ne l'est pas réellement, eh bien, on a le jugement public, évidemment, sur les réseaux sociaux. L'entreprise buissonnière, alors ça, c'est un phénomène qui a 4-5 ans, qui m'interpelle beaucoup. Je l'avais développé dans un bouquin précédent, La Révolution du nom, où globalement, ça touchait vraiment les jeunes, généralement bien diplômés, qui démarraient dans la vie active avec un bon job et qui, sur le cap des 28 ans, se réveillent un matin, regardent autour de soi et se disent oh, « je ne veux surtout pas vieillir comme ça ». Et on quitte l'entreprise, on change de voie, on peut faire des reconversions. Le mot reconversion professionnelle, qui à ma génération se situait plutôt entre 40 et 50 ans, eh bien aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler vers 27, 28, 30 ans. C'est un vrai phénomène qui remet en question, l'enseignement, remet en question les politiques d'intégration des entreprises et aussi la projection qu'un individu peut avoir dans une entreprise. Donc cette entreprise buissonnière reconversion professionnelle, c'est vraiment un phénomène extrêmement impactant aujourd'hui. Et puis évidemment, tout ça cautionné par ce que j'appelle la culture TripAdvisor, parce qu'aujourd'hui, les employeurs, on vérifie, j'allais dire, les avis consommateurs, mais c'est les avis de salariés, et tout ça en temps réel. Un candidat, s'il est un petit peu malin, il sait tout de l'entreprise avant son entretien de recrutement. Donc ce n'est pas la peine de chercher à lui raconter qu'on est les plus beaux, les plus forts, etc., si ce n'est évidemment pas le cas, voire contredit même par des salariés. Donc, ce qui est également impactant, et ça change beaucoup de choses par rapport au monde du travail, c'est que hier, l'entreprise, elle était entre ces 4 murs. Et tout ce qui se passait à l'intérieur, globalement, ne sortait pas trop à l'extérieur. Or, aujourd'hui, il y a une grande porosité entre la société civile et le monde de l'entreprise. La société civile, qui évidemment est en tension actuellement, on voit des comportements, on voit des attitudes, on voit une sorte de dégradation du lien social qui existe, eh bien c'est en train de s'importer dans l'entreprise, avec des expressions évidemment variées, montée en puissance de la violence et de l'individualisme. La société civile n'a jamais été aussi violente et individualiste qu'aujourd'hui. Eh bien on voit des situations inédites dans l'entreprise, des situations de violence, d'harcèlement, bien sûr, puisque ça défraie la chronique dans les médias. Mais tout ça, c'est importé. Et les entreprises ne l'ont pas vu venir, ne sont pas prêtes à le gérer. Donc ça nécessite évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup d'accompagnement. Vous avez toute la vague du wokisme, du communautarisme versus culture d'entreprise. La culture d'entreprise, qui était on va dire un peu un de mes sujets de prédilection, parce que moi j'ai passé 16 ans, vous voyez, chez Publicis, où j'ai créé une dizaine d'entreprises, où justement j'avais travaillé ces enjeux de culture. Seul problème, c'est que la culture d'entreprise, c'est souvent de la com. Or, non, ce n'est pas de la com, la culture d'entreprise. La culture, on la vit ou on ne la vit pas. Mais en tous les cas, ce sont des rites culturels. Et c'est en train de s'opposer à des comportements nouveaux qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, voire 10 ans dans l'entreprise. Donc, cette vague du wokisme, du communautarisme, etc., dont je parlais.
Baisse générale du niveau scolaire depuis 40 ans. Alors je m'excuse de dire ça, notamment pour les 30 ans de l'IUT, mais c'est un constat factuel. On a un niveau général qui a baissé. Et bien l'entreprise doit faire avec. Vous avez des entreprises actuellement qui donnent des cours d'orthographe à leurs cadres. Bon, ça c'était inimaginable il y a encore quelques années. L'explosion en ligne du porno, les plus vulnérables, vous allez me dire pourquoi parler de porno dans une conférence de marque employeur? Eh bien tout simplement parce que la première génération biberonnée au porno, elle existe. Et globalement, ça transforme la vision de l'autre, de la femme notamment, etc. Et ça a un impact aussi comportemental et émotionnel. Et on ne doit pas ne pas le regarder, on doit au contraire l'avoir à l'esprit, surtout quand on est DRH. Une conscience aiguë des questions sociétales et environnementales, bien évidemment, et cette conscience va se développer de plus en plus dans les années à venir. Donc c'est un peu un chamboulement. Alors évidemment, il y a le politiquement correct de l'entreprise, avec tout pour très policé, où globalement, on est toujours les plus beaux, les plus forts. On a des concepts formidables, RSE, QVT, qualité de vie au travail, etc. Ça n'a jamais fait autant recette, ces concepts. Pour autant, il n'y a jamais eu autant de stress et de burn-out dans les boîtes qu'aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut quand même prendre de la distance avec les concepts et la vraie vie. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que la marque employeur, c'est un hymne à l'authenticité, sur lequel je vais évidemment revenir dans le détail. Alors, pourquoi on en arrive là? C'est que le monde de l'entreprise, pendant quelques décennies, on va dire 40 ans, s'est focusé sur un discours qui est un discours financier essentiellement. Évidemment, on enrobe un peu d'humain dans tout ça. Un exemple, moi ça fait 40 ans que je lis des rapports annuels tous les ans, alors je vous avoue que j'en lis un peu moins aujourd'hui. Mais il y a, on va dire 20 ans, 30 ans, la part de l'humain dans les rapports annuels, c'était 1 ou 2 pages. Aujourd'hui, ça va entre 10, 20 pages, 25 pages. Parce que c'est porté par la RSE, la QVT, etc., dont je parlais tout à l'heure. La seule chose, c'est que si vous faites l'effort de les lire, ça vous donne le sentiment étrange qu'il n'y a qu'un seul journaliste qui écrit tous les rapports annuels de la place. C'est du copier-coller. C'est des belles formules, mais c'est du copier-coller. Et concrètement, personne n'y croit. Donc on est à un moment charnière de télescopage entre ce que les gens pensent vraiment, pratiquent, vivent, ressentent, et, on va dire, la façade. Et donc il faut évidemment s'attaquer à cela. Parce que tout ce qui est du domaine des incantations, on va dire, corporate, ça fait plus recette. Et avec votre génération, ça fera encore moins recette. Parce que vous avez été éduqués, de par notamment les réseaux sociaux, à trouver la petite bête rapidement. Et tout ce qui sonne faux, eh ben vous ne pouvez plus le tolérer. Et c'est très bien. Et c'est comme ça que vous allez challenger notamment les gouvernances d'entreprise. Parce que derrière, alors évidemment, du doigt, c'est facile pour faire une conférence de pointer du doigt, mais il y a un manque d'exemplarité managériale, notamment au niveau des états-majors d'entreprise. Alors ça, c'est mon expérience. Quand je lance des chantiers de marque employeur, je les situe toujours au niveau des comités de direction. Comme je vous le disais en introduction, ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet de gouvernance. Et je commence toujours par des interviews en tête-à-tête des leaders. Directeur financier, directeur marketing, DRH, directeur de ci, etc. Et puis dans la discussion, l'idée étant que chaque personne parle avec ses mots de la dimension employeur de l'entreprise. Et à un moment, je pose toujours une question, la même à tout le monde. Tu es un patron de cette boîte, dans 5 ans, de quoi veux-tu être fier en tant qu'employeur? C'est quand même une question légitime par rapport à un dirigeant. La plupart du temps, je n'ai pas de réponse. Parce qu'aujourd'hui, on a des organisations dirigeantes qui ne se pensent pas employeurs, qui se pensent dans des couloirs d'expertise, des niveaux de compétences, métier par métier, alors qu'il doit y avoir une union sacrée qui est qu'est-ce que l'on veut faire sur le plan humain. Et la marque employeur en est réellement le miroir. Donc il y a évidemment en cascade, et c'est ce qui explique les tensions, etc., eh bien, des incohérences dans le monde professionnel aujourd'hui. Beaucoup de gens y travaillent, fort heureusement. On va parler d'entreprise à mission, de raison d'être, etc. Donc ça, c'est bien. On est en train de basculer vers quelque chose de plus nourri, humainement parlant. Mais un chiffre qui ne bouge pas depuis 15 ans, 70% des managers en France, c'est un chiffre français, déclarent manquer de temps pour manager. Et
70% des causes de départ d'une entreprise sont liées à un problème avec son manager direct. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est confronté à changer l'organisation. Le monde de l'entreprise est très pyramidal. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux enjeux un peu de symboles, pyramide tête en haut, c'est un symbole très masculin, le pouvoir. D'accord ? Et bien ça, on est en train de le remettre en question. On est en train de le remettre en question parce que c'est le sens même du leadership. Le leader, il n'est pas là pour s'asseoir sur, il est là pour aider les autres, au contraire, à avancer un peu vers leur destin. Et la bascule générationnelle qui est en cours, eh bien, elle bouscule tous les liens. Parce que quand on a 20 ans aujourd'hui, on est dans un monde fluide, un monde totalement liquide, entre guillemets. Donc, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas vivre dans une organisation pyramidale, sclérosée, cloisonnée. Génétiquement, ce n'est pas possible, dans l'absolu. Donc, à partir de là, eh bien, on voit qu'on attend plus de circulation de l'information, plus de management collaboratif. Et je vous assure, ça peut vous sembler évident dans un IUT comme le vôtre, mais il n'en est pas moins vrai. C'est des challenges énormes dans les entreprises. Plus de transparence aussi, et un mot magique, plus de considération. Alors, ce n'est pas un mot de management, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce terme. Or, c'est peut-être le mot le plus important pour moi dans ma conférence de ce soir, c'est la considération. Les gens, les individus, qu'importe leur âge, veulent avant tout être considérés pour ce qu'ils sont. On ne veut plus être un numéro dans une organisation, et ça, c'est un point évidemment très important. Et donc, ce qui bouscule le management, les RH, la gouvernance, c'est qu'on a eu l'habitude, pendant des décennies, de gérer l'humain de manière collective, et aujourd'hui, on va devoir le gérer de manière individuelle. Parce que l'individu est en train de devenir l'alpha et l'oméga des organisations. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de recul par rapport à ça. Donc, faire du cas par cas, quand on est habitué, et notamment pour les partenaires sociaux et les DRH, à faire du collectif, bien évidemment, ça change un petit peu la donne. Donc, la génération Z, alors j'en ai pas mal dans la salle, ben alors ne soyez pas choqués du terme, c'est la génération du chaos. Mais derrière le chaos, il y a un nouvel ordre qui va arriver, bien évidemment. Et c'est vous qui allez le créer. Parce qu'à un moment donné, ce que vous attendrez, eh bien, il faudra que ce soit concret. Et ce sont aux seniors, aux dirigeants, de s'adapter. Alors, attention, pas s'adapter pour vous racoler, s'adapter pour vous embarquer dans la formidable aventure qu'est l'entreprise. Et l'entreprise, eh bien, évidemment, c'est quelque chose de très important et auquel on va devoir, entre guillemets, vous éduquer aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a des spécificités. Première génération universelle. Et ça change beaucoup de choses. Moi, quand j'avais 20 ans, il y avait une grande différence entre l'Auvergnat que j'étais, le gars du Nord, l'Italien, l'Américain ou le Chinois et autres. Or, aujourd'hui, avec ce qui est communément appelé le troisième cerveau, eh bien, vous avez les mêmes codes, vous avez les mêmes tuyaux, vous avez le même langage, quel que soit l'endroit où on se trouve, les mêmes repères. Bon, ça change beaucoup de choses. D'être la première génération à avoir le sentiment d'avoir moins de chance que ses parents. Alors, ça, on le lit partout. Est-ce vrai ? Moi, par rapport à ça, j'en suis pas sûr. Alors, je laisse chacun, évidemment, l'interpréter à l'aune de sa propre vie. Mais je crois que des générations précédentes, eh bien, n'avaient pas forcément plus de chance que vous, parce que, encore une fois, avec ça, vous avez tout le savoir du monde aussi dans la main, ce que nous n'avions pas. C'est une génération qui remet en cause, y compris la procréation. 25% de cette génération déclarent ne pas vouloir avoir d'enfants. Alors c'est interpellant par rapport aux défis, évidemment, environnementaux ou autres. La parole des acteurs leaders, qu'ils soient politiques, religieux ou autres, eh bien, elle n'est pas sincère. Donc ça remet quand même beaucoup de choses. Alors, on le voit dans l'absentéisme, on le voit au niveau des élections, etc. Tout ça, c'est du chamboulement pour l'entreprise et c'est le terrain de jeu, évidemment, de la marque employeur. Alors, pour nourrir vos réflexions, je vous ai mis quelques petits livres assez intéressants. La tyrannie du divertissement, qui est sorti il y a quelques mois. C'est passionnant. Parce qu'à un moment, c'est une analyse sociologique assez profonde de la société, alors qui remonte évidemment à pas mal d'années, c'est clair. Mais regardez, c'est assez intéressant sur le management derrière. La fabrique du crétin, qui est sorti, alors il y a eu 2 tomes, un qui est sorti il y a 20 ans et le dernier tome est sorti il y a peu de temps. L'ADN
est-ce que je ne sais pas si vous connaissez la revue L'ADN, il y en a une deuxième qui s'appelle Oui, Demain, W-E, Demain. C'est deux revues de prospective formidables. C'est-à-dire que réellement, en lisant ces revues, voilà, ça vous ouvre plein de sujets de réflexion. Sonia Mabrouk, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une journaliste d'Europe 1 qui a sorti un livre, là aussi récemment, Reconquérir le sacré. Ça n'a rien de religieux. C'est très sociétal, c'est très social. Donc c'est là où c'est intéressant. Et puis je me suis permis de vous conseiller mon dernier livre, La Révolution du Don, et puis surtout le prochain qui va paraître pour un leadership spirituel qui paraît en janvier, où c'est Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, qui me le préface, où globalement on explore là aussi le sens du sacré dans l'entreprise. Alors encore une fois, pas au sens religieux, ça va sans dire, mais comment, en faisant tribu, on recrée des liens sacrés entre les humains, et ce, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur profil. Donc, une fois qu'on a fait cette petite toile de fond, il y a une chose à prendre conscience et qui déstabilise beaucoup, c'est que hier, le travail, c'était la finalité d'une vie. On travaillait, c'était l'ascenseur social, on se réalisait par le travail. Or, on est en train de basculer dans une société qui fait du travail un accessoire de vie. Alors notamment chez les plus jeunes, mais un accessoire de vie. Bon, et ça change le paradigme. Et ce qui va demander des efforts énormes aux employeurs pour travailler sur le sens. Vous avez tous dû entendre parler de la quête de sens, etc. Ben, la quête de sens, c'est un vain mot si on est, entre guillemets, à contresens. Mais si on creuse vraiment le sens de notre tribu, et bien là, on peut fédérer, on peut attirer, et surtout de manière sélective. Alors, bon, vous avez dû entendre parler de la raison d'être, des entreprises à mission, etc. Il y a quelques années, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat ont créé le rapport qui porte leur nom sur justement la raison d'être. Et l'idée, c'était de faire de l'entreprise un acteur social, sociétal, voire même politique dans la cité. Donc une grande ambition de la place dans l'entreprise, dans la vie tout court des citoyens. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes entreprises, notamment du CAC 40, quand elles ont compris que la raison d'être était un sujet intéressant, y compris pour dialoguer avec les marchés financiers? Eh bien, la plupart ont sous-traité l'écriture de leur raison d'être à des agences de pub. Ce qui fait que quand vous regardez les raisons d'être de la plupart des grandes boîtes, ben ça sonne creux, c'est les mêmes, c'est des ambitions du monde meilleur, enfin c'est l'alléluia. Et ça, évidemment, quand on en parle avec Jean-Dominique Sénard, il est extrêmement déçu parce que c'est évidemment pas l'ambition du concept. Parce que la raison d'être, elle est plus que jamais à l'origine de tout dans l'entreprise. On se lève pour sa raison d'être. On crée une entreprise pour une raison d'être. On a des clients pour une raison d'être. On recrute pour une raison d'être. Et donc, il faut évidemment que ça sonne vrai, que ça soit authentique, bien évidemment. Les entreprises à mission, c'est Brice Rocher qui a remis aussi un rapport au président Macron il y a quelques mois. Et bien évidemment, on revient à des fondamentaux là aussi. Mais quand on parle d'entreprise à mission, c'est que du bon sens paysan. Bien sûr que l'entreprise a une mission. Et sa mission n'est pas faire que de l'argent. Elle est aussi là pour répondre à des enjeux sociétaux, environnementaux et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va densifier le discours corporate des entreprises et donc là aussi venir nourrir la notion de marque employeur. Donc, pour revenir en arrière, voilà. Donc, cette mission, cette raison d'être, c'est ce qui nourrit la culture de l'entreprise. Vous prenez deux concurrents, imaginons Peugeot, Renault. Vous êtes ingénieur, vous pouvez aller chez l'un, chez l'autre, vous aurez globalement le même métier, à peu près le même salaire, à peu près les mêmes avantages, mais vous ne verrez pas du tout votre job de la même manière. Et la différence, c'est la culture. La culture, c'est ce qui rend unique une entreprise. Souvent, je qualifie la marque employeur de marque maillot. Eh bien, on remet le maillot quand on recrute. Mais donc, on doit apprendre également à transmettre à travers ce maillot la culture, l'histoire, les fondamentaux de l'entreprise. Donc, la culture d'entreprise, c'est le miroir de l'ambition humaine. Et retenez que la marque employeur, eh bien, c'est sa traduction. Et dans un monde
un peu en chaos tel que celui que nous connaissons, beaucoup d'entreprises commettent l'erreur de faire du copier-coller d'une entreprise à une autre. Donc ça, c'est tous les beaux discours creux qu'on entend un peu partout, dans tous les manuels ou les rapports annuels, comme je disais tout à l'heure. Or, l'entreprise, elle a une exclusivité de vie, une exclusivité culturelle. Alors quand je parle d'entreprise, ça peut être entreprise, institution, c'est valable pour toute communauté humaine à données professionnelles, bien sûr. Elle a cette dimension d'exclusivité forte. Et le problème, eh bien, c'est qu'on ait tendance à la galvauder. On fait comme ci, comme ça, parce que c'est à la mode. Tout ce qui est à la mode est dangereux pour une culture d'entreprise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter, mais en tous les cas, il ne faut pas simplement singer l'air du temps. Parce que la culture d'entreprise, ben, c'est le premier actif, mais surtout une boussole pour se repérer. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure en introduction de marque employeur dans les entreprises, bon, qui en font, mais qui souvent font plutôt des bêtises, la marque employeur, elle autorise, je mets le terme entre guillemets parce que c'est un terme qui est un peu tendancieux en France, mais elle autorise la discrimination culturelle. La discrimination culturelle, ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est avoir le courage de dire « je ne suis pas fait pour tout le monde ». Parce que dans mon entreprise, on croit en ça, ça, ça. Si vous y croyez, welcome. Si vous n'y croyez pas, bah, vous allez être malheureux, donc ça ne sert à rien de venir. Donc c'est une démarche très sélective, la marque employeur. Et dans des périodes de pénurie de candidats où les entreprises ont tendance à vouloir racoler, eh bien c'est plus que jamais qu'il faut assumer son exclusivité. Plus vous revendiquez votre exclusivité culturelle, plus vous avez de chance d'attirer celles et ceux qui vous intéressent, évidemment, en tant que candidat, en tant que salarié. Donc la culture, eh bien, évidemment, c'est un point majeur pour l'élaboration de la marque employeur. Parce que derrière cette exclusivité culturelle, eh bien évidemment, il y a votre engagement. Il y a l'engagement des salariés, car globalement, à un moment donné, une raison, quand on est employeur, c'est de rendre les personnes qui travaillent pour l'entreprise fières de ce qu'elles font. La fierté d'être est essentielle aujourd'hui sur le management et sur, évidemment, l'engagement. Vous savez, quand j'ai créé le concept de marque employeur en 1998, alors je ne sais pas si parmi vous, certains aiment le rugby, mais il y a eu un moment charnière en 1998, c'était le Stade français qui est devenu champion de France. Quelques années avant, un fou chantant qui s'appelait Max Guazzani, ancien attaché de presse de Dalida, DG de Énergie, reprend le Stade français qui est dans les petites catégories. Et de manière assez comment dirais-je, tonitruante, annonce « Je vais faire de Paris la capitale du rugby ». Donc vous imaginez le rugby cassoulet, le rugby village, tout ça. Bon, regardez un peu de loin, surtout qu'il s'est mis à faire des maillots roses, la fête dans le stade, des places à 5 euros, bref. En 3 ans, il a sorti le club des petites catégories, je ne sais plus comment on a appelé ça, et il se retrouve en finale du championnat de France. Et il gagne. Et là, les mauvaises langues disent « Ah, c'est la chance du débutant ». Très bien. Mais il avait cassé un rite extraordinaire dans le sport collectif. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font du sport collectif. Il y a un moment magique, c'est la remise du maillot dans le vestiaire. Si tu as un entraîneur formidable, il est capable de galvaniser une équipe et en faire vraiment des guerriers qui vont dans le pré. Lui, il a cassé ce rite. Il a mis l'équipe au secret la veille du match, dans un endroit secret. Et il a fait venir une ancienne gloire, numéro 1, qui a remis le maillot au numéro 1 qui allait jouer le lendemain. Ancienne gloire numéro 2, et ainsi de suite. Et il disait, certains n'étaient pas doués pour faire des beaux discours, mais imagine 4 paluches qui tiennent les yeux dans les yeux un maillot pendant 10 minutes. D'autres ont fait des grands discours. À la fin, on était tous en larmes. Et là où notre adversaire venait gagner un titre le lendemain, nous, on venait reconquérir notre fierté et écrire notre avenir. Et bien, c'est ça la marque employeur. C'est comment je fais pour permettre à un individu, un groupe d'individus, d'être fiers de ce qu'ils font dans un collectif qui s'appelle l'entreprise. Alors ça passe évidemment par l'authenticité. Je crois qu'on rentre dans une époque où l'authenticité va venir le maître mot. Parce qu'on en a marre des discours creux, on en a marre des postures, que ce soit en politique comme dans le monde professionnel, partout. Je veux dire, il y a une sorte de saturation des discours creux, des discours tout pré-mâchés. Eh bien, l'authenticité, c'est un défi, évidemment, et on le voit d'ailleurs.
On a eu les premiers boycotts des GAFAM aux États-Unis, où pendant 20 ans, en France, mais comme un peu partout, les sociétés des Silicon Valley étaient prises en exemple, il y avait des expéditions là-bas, etc., etc. Bon, on en revient, parce qu'à un moment donné, à force d'être friendly de tout, girl friendly, dog friendly, gay friendly, etc., eh bien au final, il n'y a qu'un seul objectif, c'est que l'ingénieur ne bouge pas de son ordinateur. Donc c'est de l'hyper-productivité. Et donc à partir de là, ben, évidemment, il y a des mouvements qui, notamment chez les jeunes les plus capés. Il y a eu le flop des patrons du bonheur. Vous voyez jusqu'où la démagogie va. Alors, c'est créé il y a 27 ans dans la Silicon Valley. On était quand même capable d'inventer les Chief Happiness Officers. Ça va loin quand même la bêtise. Hein. Donc, globalement, viens chez moi, je vais m'occuper de ton bonheur. Mais au nom de quoi une entreprise doit s'occuper du bonheur des gens? Le bonheur, c'est strictement privé. Du bien-être, oui. Ça, une entreprise, elle doit garantir le bien-être de ses salariés, c'est évident. Mais il ne faut pas franchir des lignes blanches. Le bonheur est une ligne blanche. Alors, ça marche pas mal, d'ailleurs, aux États-Unis. En France, ça n'a pas marché du tout. Bon, la notation des salariés qui est en train de s'imposer sur Glassdoor, autant... Et vous savez qu'il y a encore, aujourd'hui, en 2023, des DRH qui ne savent pas ce qu'est Glassdoor. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est une réalité. Donc, ça prouve qu'il y a encore du travail. Et puis, les valeurs expriment la légitimité des dirigeants. Eh bien, c'est clair, on ne peut pas, aujourd'hui, afficher des valeurs qui ne sont pas pratiquées par les managers. Je vous prends juste un exemple. Pendant 20 ans, il y a une valeur qu'on trouvait partout. C'était le respect. Et les 10 commandements, et puis en premier, il y avait le respect. Très bien. Qui peut aller contre le respect? Si, au bout du couloir, on sait qu'il y a un manager qui est un tyran avec ses équipes, qui les maltraite, etc., mais il fait son chiffre, et qu'on garde ce manager parce qu'il fait son chiffre, c'est tout l'état-major, la culture qui est discréditée. On ne peut pas parler de respect si on a un contre-exemple dans l'entreprise. Ça, on l'a toléré pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que justement, en termes de réputation employeur, alors là, c'est évidemment assez cinglant. Vous savez, dans les années, avant les années 2000, il y avait un très grand patron qui s'appelait Jack Welch. Jack Welch, c'était le patron de General Electric. Et il disait, chez General Electric, il y a 4 types de cadres. Il y a ceux qui croient à fond dans les valeurs de General Electric et qui atteignent leurs objectifs. Ceux-là, ils n'ont aucun souci, leur avenir est tout tracé. Il y a ceux qui croient à fond dans les valeurs de General Electric, mais qui peinent un peu à atteindre leurs objectifs. Là, l'entreprise doit tout mettre en œuvre pour les aider à atteindre leurs objectifs. Il y a ceux qui atteignent leurs objectifs, mais qui se foutent totalement des valeurs de l'entreprise. Ceux-là, il faut les virer. Et puis, il y a ceux qui non seulement n'atteignent pas leurs objectifs, mais qui se foutent totalement des valeurs de l'entreprise. Là, il faut virer celles et ceux qui les ont recrutés. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, tout cela, quand on parle d'authenticité, eh bien, évidemment, ça nous amène à une notion qui est très émergente. Alors, on commence à peine à en parler. Ça va être le thème de mon prochain bouquin, c'est le leadership spirituel. Alors, leadership spirituel, attention, qu'il n'y ait pas de confusion, là aussi, il n'y a pas de religiosité, il n'y a pas tout ça. La spiritualité, c'est d'incarner. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc là, je vous ai mis quelques leaders assez charismatiques, Jean-Dominique Sénard, des personnes qui font référence dans ce domaine. Mais le leadership spirituel, c'est comment je donne envie d'y croire. Comment je fais vivre concrètement ce que j'ai à partager. Et ce leadership spirituel, c'est un parfait alignement tête, cœur, tripes. Très souvent, on a fabriqué des dirigeants où leur rôle s'arrête là. Alors parfois, c'est un peu des bêtes à sang-froid, parfois il y a un peu du cœur, mais globalement, c'est la stratégie. Ce n'est plus suffisant aujourd'hui pour espérer être entraînant et motivant. Donc, la tête, bien évidemment, il faut avoir une vision, une stratégie claire. Vous savez que dans plein d'entreprises, notamment des très grandes entreprises, les salariés ne connaissent pas la stratégie de leur entreprise. C'est quand même fou. On fait travailler des gens sans savoir où on les emmène. Donc, à un moment donné, c'est que, encore une fois, du bon sens. Le cœur, c'est l'empathie, de la considération. On ne peut pas être leader sans ça aujourd'hui. Et attention, de manière authentique. C'est facile d'aller vers quelqu'un et dire « Ah, je vais m'occuper de toi ». Mais si on ne le croit pas, si on n'y pense pas, si on n'est pas honnête,
ça ne marche pas. Et des tripes, évidemment, du courage et la détermination. Le courage, c'est important parce que c'est souvent ce qui fait défaut dans les organisations. Affronter les choses avec courage. Donc, une équipe dirigeante, solidaire et exemplaire, ça peut paraître évident. C'est peut-être aujourd'hui, en termes de chantier marque employeur, le chantier numéro 1. Il y a une révolution qui est en marche au niveau des équipes dirigeantes. Et j'utilise volontairement le terme de révolution. Un modèle de management culturel. On n'est pas là pour manager des compétences, on est là pour manager à partir d'une culture. Et là aussi, il faut aider les managers, il faut les former, parce que très souvent, ils sont un peu paumés par rapport aux conflits de génération, par rapport aux nouveaux comportements, etc. Il faut aider les managers, il faut sauver le soldat manager. Une adhésion collective fondée sur la fierté d'être, parce qu'une entreprise qui ne cultive pas la fierté d'être, c'est pas très gai, sincèrement. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais vous projeter très rapidement les 7 clés du leadership. La première, c'est l'honnêteté. Une évidence, c'est une évidence pour tout le monde, mais encore faut-il l'assumer réellement. Il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est simple, mais on se rend compte à la pratique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde de l'entreprise, et bien évidemment, il y a parfois un grand écart. Le don de soi, on ne peut pas être dirigeant dans les années 2030 si on n'est pas dans le don de soi. Si on pense qu'à soi, qu'à son petit ego, eh bien on n'a aucune espérance d'entraîner les gens, et encore moins la nouvelle génération. Le don de soi devient un point important. Je parlais de la pyramide, symbole masculin. On est en train de migrer de plus en plus vers la pyramide inversée. Et la pyramide inversée, c'est le symbole du féminin. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu au symbole, vous croisez les deux, c'est le sceau de Salomon, la sagesse. Eh bien, à un moment donné, très clairement, on est sur cette voie de sagesse. On en est encore loin, mais on est sur cette voie. Donc, le don de soi, eh bien, évidemment, ce n'est pas le leader égocentré, c'est celui qui utilise davantage le nous que le je, bien évidemment. Le courage, bah, évidemment, là, on est au milieu des équipes. On est sur le terrain, après en parler. Et ce courage-là, eh bien, évidemment, il passe par les droits et devoirs de chacun au nom de l'engagement. On est arrivé aujourd'hui au bout d'une société fondée que sur les droits. On en crève des droits. Il en faut, mais il faut que ce soit équilibré avec des devoirs. Et que ce soit dans la société civile comme dans l'entreprise. Mais par contre, il faut avoir le courage de les assumer, ces droits et devoirs, et il faut communiquer dessus. Les droits et devoirs font partie intégrante des stratégies de marque employeur. 4e item, c'est le respect. Leader spirituel ne triche pas avec la notion de respect, il en est l'incarnation. Il faut le réhabiliter, ce mot. Alors, depuis 3-4 ans, il y a un mot un peu valise, vous avez sûrement tous entendu parler, on parle beaucoup de bienveillance. Alors ça, c'est très à la mode. Bon, c'est un joli mot aussi, la bienveillance. Bon, je pense que le respect est peut-être un peu plus fort, mais bon, ça, c'est une question peut-être personnelle. L'humilité est une des caractéristiques du leader spirituel. Car c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est rien sans ses équipes. Et qui sait reconnaître à ses équipes le rôle fondamental qu'elles jouent sur sa propre réussite. L'exemplarité, bien évidemment, ça c'est une clé essentielle. Et le dernier point, c'est l'écoute. L'écoute, je vous raconte une petite anecdote il n'y a pas longtemps, dans un très très grand groupe de distribution, où le président, parce que la période est très tendue, le pouvoir d'achat, tout ça, eh bien, il a rencontré en tête-à-tête les 650 responsables de magasins de son groupe, en tête-à-tête. Et ce n'étaient pas des moments faux, c'est des moments les yeux dans les yeux, mais pour aider. Mais vous auriez vu, moi j'ai eu vraiment le plaisir et l'honneur d'être là, témoin, de voir comment l'écoute est une marque de leadership extraordinaire pour simplement permettre aux individus de se sentir considérés. Donc les chantiers pour développer ce leadership spirituel, il y en a plusieurs, mais très rapidement. Évidemment, le sens. Si on ne travaille pas le sens, le pourquoi on est ensemble, le pourquoi on produit, que ce soit du service, de la culture, de l'enseignement, des produits manufacturés, bah, tout le reste, ça ne peut pas marcher. Donc il faut le travailler, ce sens. Deuxième chantier, c'est les règles de vie.
Les règles de vie sont uniques, exclusives à chaque entreprise. La marque employeur, elle est là aussi pour rédiger ces règles de vie. Évidemment, le périmètre des croyances, c'est-à-dire on est ensemble, on vient d'origines très différentes, on a des parcours de vie très différents, on a des repères personnels, religieux ou autres, etc., très différents. Mais on croit en quoi ensemble? Et donc, à un moment donné, si on n'est pas capable de parler honnêtement des croyances communes, eh bien là, ça fait évidemment défaut. Les rites culturels. Les rites culturels, c'est ce qui régit tous les moments de vie dans une entreprise. Je vais vous donner 2 exemples qui sont assez parlants. Actuellement, les entreprises, je le disais tout à l'heure, peinent à recruter. Donc parfois, un candidat va avoir 3, 4, 5 personnes, et puis à un moment, on va dire « Ah bah c'est génial, c'est lui ou c'est elle ». D'accord? Dès qu'on a décidé que le choix se portait sur telle ou telle personne, ça devient un process RH. C'est-à-dire que la plupart du temps, la RH reprend la main et on envoie par la poste ou par PDF le contrat. Charge à la personne de le retourner signé. C'est ce qui se fait dans la plupart des boîtes. C'est typiquement un acte culturel manqué. Nous, on encourage les entreprises, vous allez voir, 0 € d'investissement, mais le retour sur investissement est formidable, de mobiliser le manager direct, pas un grand mamamouchi, pas un grand chef, etc. Le manager opérationnel, faire venir son futur collaborateur, lui dire pourquoi on le recrute, lui lire son contrat, ce qui permet de respecter les managers, parce qu'on aime bien dire « Ah, les managers, c'est nos patrons chez nous, quelles que soient les organisations ». Or, la plupart des managers ne connaissent même pas le contrat de leurs collaborateurs. Donc, ils lisent le contrat, et puis, après, on commente soit la charte culturelle, soit les valeurs, notre vivre ensemble, entre guillemets. Quand on fait un rite comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On réinvente le « top là, je te fais confiance, les yeux dans les yeux ». C'est-à-dire que le début de ma nouvelle vie, eh bien, c'est un début humain. Dans le prolongement, 2, 3 mois passent, il y a la fin de la période d'essai. La personne, alors surtout si elle est jeune, elle compte les jours. Parce qu'elle va devoir aller à la banque pour avoir un crédit, changer d'appartement, louer, enfin, il y a plein d'applications à la fin d'une période d'essai. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des boîtes à la fin de la période d'essai? Rien. Rien. C'est typiquement un acte culturel manqué. Parce que le vrai début de la nouvelle vie, c'est une fois que la période d'essai est actée. Eh bien, c'est facile de mettre un rite adapté à la culture d'entreprise. Je vous cite moi un exemple, très grande coopérative dans le monde de la santé. Depuis 3 ans, les RH envoient au président la liste des personnes qui ont eu leur période d'essai confirmée dans le mois passé. Et il leur envoie un mot personnel à chacun, leur souhaitant la bienvenue dans la communauté, etc. etc. Ça peut paraître rien, mais imaginez la réaction de l'individu quand il rentre chez lui. Regarde, j'ai même reçu un mot du président. On est dans de la considération et on est dans un rite. Donc les rites, c'est très important. C'est bien plus important que la communication. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on a tout fait gérer par la communication. Tout était communication dans l'absolu. Or, il faut revenir à des fondamentaux, en l'occurrence des rites de vie. La sélection, la marque employeur, bien sûr, je vais revenir dessus. Donc, la sélection, encore une fois, prenons conscience que tout le monde n'est pas fait pour l'entreprise. Ça, c'est le point de base. Donc, il ne faut pas garder ou attirer des personnes qui ne sont pas culturellement compatibles avec l'entreprise. La marque employeur, je vais revenir dessus. Et puis, évidemment, travailler sur les enjeux de transmission. L'entreprise fait de chacun de ses collaborateurs un levier de transmission, que ce soit pour recruter, soit pour fidéliser également, notamment au moment de l'enjeu des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, le vrai défi que l'on a quand on aborde les sujets de marque employeur, c'est est-ce qu'on a face à nous des dirigeants ou des leaders? Et ça fait une vraie différence, bien évidemment. Donc, les dirigeants, évidemment, c'est une question de confiance, de loyauté. Il faut garder à l'esprit ce vieil adage qu'un escalier se balaye toujours par le haut. Donc, l'exemplarité, évidemment, elle est fondamentale. Et ça amène, derrière ces dirigeants, leaders, eh bien, un nouveau modèle de coach, de manager. C'est-à-dire le manager coach, au sens culturel du terme, c'est un guide, c'est un partenaire, mais c'est aussi un garde-fou. Et donc, il faut revoir à l'aune de la culture l'ensemble du modèle de management. 2 concurrents ne peuvent pas avoir le même modèle de management. Or, on entend trop souvent
Ah bah chez nous, il n'y a pas de modèle de management, il y a autant de modèles qu'il y a de managers. Alors ça, c'est impossible. Parce que, évidemment, c'est la cacophonie managériale. Et il faut bien vous dire une chose, quand il y a cacophonie managériale, eh bien, évidemment, il y a Radio Moquette derrière qui s'empare des incohérences du système. Donc, je vous parlais des pyramides. Bon, ben là, à travers ce slide, ça illustre parfaitement. À gauche, vous avez la pyramide classique, qu'on retrouve à peu près partout, mais qui est centrée vraiment sur le business en soi. Or, quand on inverse, eh bien évidemment, quand on a la chance d'être membre d'un board, tout le monde n'est pas fait pour être dirigeant. Tout le monde n'a pas les qualités pour être patron. Tout le monde n'a pas ce supplément d'âme, peut-être, hein, pour l'être. Eh bien, il faut se mettre au service des autres, aider les managers, bien évidemment, au service des collaborateurs, évidemment, pour sublimer la relation client. Et donc, la marque employeur, elle traduit cité. Donc la marque employeur, je vais revenir dessus, et bien évidemment, c'est faire tribu. C'est ça sa finalité. En interne comme en externe, comment je fais tribu et comment, et j'ai repris cette phrase de Michel Serres, qui m'avait pas mal impacté à l'époque de son vivant. Donnez des tâches à des gens, vous en ferez des tâcherons. Donnez-leur des fonctions, vous en ferez des fonctionnaires. Donnez-leur des missions, vous en ferez des missionnaires. Je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, toute personne a envie d'être missionnaire. Quelle est ma mission, si vous voulez? Et donc, évidemment, ça renvoie à la notion de sens. Donc la force du récit culturel est fondamentale. Qu'on soit une entreprise publique, privée, quelle est l'histoire que je raconte? Donc il faut évidemment se démarquer par rapport aux autres acteurs et faire en sorte que tout ça soit incarné de haut en bas dans l'entreprise. La culture d'entreprise, évidemment, c'est la garantie contractuelle qui va émerger. Je pense plus que les consommateurs vont aller vers des entreprises à forte culture, ça a déjà démarré. Les candidats et les salariés vont aller vers des entreprises qui ont une forte culture, et de fait, ça va quelque part marginaliser toutes les entreprises anonymes qui génèrent des bataillons anonymes, qui ont des dirigeants anonymes au profit de modèles évidemment habités qui permettent à une personne de se projeter. Quand on travaille dans ce sens, eh bien, il y a évidemment des bénéfices immédiats. Les bénéfices immédiats, fort taux d'adhésion des parties prenantes, internes, externes, renforcement de l'attractivité employeur, une réputation et un leadership d'opinion qui se développent fortement, et puis une fidélisation des équipes, parce que plus je suis fier d'en être, eh bien, plus évidemment ça se sait, et plus la réputation de mon entreprise est forte. Alors, de manière très pragmatique et dans le temps qui me reste, comment on construit une marque employeur? Il y a 6 étapes. La première étape, elle est assez simple, c'est définir l'ambition humaine de la gouvernance. Quand je dis c'est simple à formuler, mais c'est un vrai défi pour les dirigeants. Parce qu'encore une fois, les comités de direction, généralement, rassemblent des champions dans leur domaine, champions de la finance, champions du marketing, champions de l'industrie, etc., etc. Mais la transversalité humaine est rarement abordée. Alors, je frôle la caricature en disant ça, mais je vous assure que c'est vrai dans la plupart des grandes organisations. Donc il faut la définir. Mais une ambition humaine qui fédère 100% des dirigeants. Il ne doit pas y avoir un iota de différence entre eux. Donc ça, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, c'est confronter l'ambition humaine au vécu interne et au ressenti, évidemment, des salariés. C'est-à-dire que cette ambition humaine, on ne lui fait pas un chèque en blanc. Est-ce qu'elle est cohérente avec ce que les gens vivent? Donc là, c'est des focus groups, c'est des interviews, etc. Je vous passe la méthode. Et comment cela est perçu en externe? Donc c'est un vrai travail de fond. Avant même de parler de marque employeur, on objective la situation. Troisième item, c'est répondre à 3 questions simples. Une fois qu'on a fait ce travail préliminaire, c'est qu'est-ce que je veux que mes publics ressentent? Nous sommes dans une époque d'émotion. L'émotion, c'est ce que je ressens spontanément. Qu'est-ce que je veux que mes publics ressentent? Qu'est-ce que je veux que mes publics comprennent? C'est le fond de mon message. Et qu'est-ce que je veux que mes publics retiennent? C'est la petite mémoire, la petite musique que l'on va laisser un petit peu en toile de fond. Donc ça, c'est les 3 questions auxquelles on est obligé de répondre pour avancer. Et puis à partir de là,
on va structurer une plateforme de marque employeur. Une plateforme, c'est simple. Au cœur, à partir des 3 réponses qu'on aura fait, il y a un concept. Ça, c'est l'acte créatif. C'est l'idée maîtresse qui répond à ces 3 questions. Ensuite, on a challengé les valeurs ou les piliers culturels pour ayant mesuré qu'ils étaient en parfaite adéquation avec l'ambition humaine. Et on définit ce qu'on appelle le profil du récipiendaire. C'est-à-dire, qu'importe les jobs qu'on exerce dans mon entreprise, qu'est-ce que les humains ont en commun et qu'est-ce qui fait que ces points communs font tribu. Ça, c'est une plateforme de marque employeur. Ensuite, on écrit un discours socle employeur. La plupart des boîtes, y compris celles qui travaillent sur les enjeux de marque employeur, n'ont pas de discours socle. Ce qui fait que quand on parle à des candidats, on a un discours. Quand on parle aux salariés, on a un autre discours. Quand on fait de la formation, on a un autre discours. Quand on licencie, on a un autre discours. Et c'est de la cacophonie. Or, quand on travaille un discours socle employeur, eh bien on met quoi? De la cohérence dans le dispositif, bien évidemment. Et puis, on travaille sur un plan d'action interne-externe qui couvre 100% des parties prenantes. Souvent, les idées reçues, c'est on va s'adresser aux candidats. Or, il y a 4 territoires sur un plan de marque employeur. Le premier territoire, c'est le management. Les managers sont le premier média d'une stratégie de marque employeur parce que leur exemplarité cautionne ou pas ce que vous allez dire. Deuxième territoire, c'est les salariés. On en fait des ambassadeurs. C'est eux la preuve vivante de ce qu'on prétend être. Troisième territoire, c'est les candidats. Et donc là, vous l'avez compris, on est dans la sélectivité. Et quatrième territoire sont toutes les parties prenantes externes que peuvent être les journalistes, le corps enseignant, l'opinion publique, que l'on peut prendre évidemment à témoin. Donc une plateforme de marque employeur, ça ressemble à ça. Le concept, les émotions, compréhension, mémoire, les valeurs et le profil du récipiendaire. Mais à travers tout ce travail, on aura travaillé une sémantique exclusive. Et là, on aura travaillé la personnalité de l'entreprise. Et vous voyez ô combien ce n'est pas un sujet RH, mais vraiment un sujet de gouvernance. Donc les 4 territoires, c'est ceux que je viens de vous exposer. Manager, collaborateur, candidat et partie prenante externe. Quand on travaille un plan comme ça, on a bâti toute une série de rites. On a pris tous les moments de l'entreprise et on a calé des rites. Et ce qui est intéressant, c'est que de rite en rite, on va travailler l'adhésion, on va travailler l'exclusivité et on va travailler évidemment la raison d'être de l'entreprise. Donc, pour terminer, sachez juste que l'exemplarité, la marque employeur, l'exemplarité humaine, vraiment le ROI, très clairement d'une marque employeur. C'est-à-dire que si on n'est pas exemplaire, quels que soient les sujets, si on ne cherche pas, soyons humbles, si on ne cherche pas à être exemplaire, vous pourrez faire tous les plans de marque employeur que vous voudrez, ça ne marchera pas, parce que vous serez toujours pris à défaut d'exemplarité. Pour terminer, je vais juste un petit clin d'œil sur un moment très fort que je suis en train de vivre. Je vous encourage à aller le voir, c'est une exposition digitale qui s'appelle Gueule de l'emploi. C'est une exposition qui associe l'âme et le symbole. On a fait une première édition l'année dernière et après-demain, on fait l'inauguration Place de la Concorde à Paris de la seconde édition. Il y a 160 femmes et hommes qui ont été photographiés par un artiste qui s'appelle Christophe Duron, où vous avez un portrait très serré associé à un objet qui symbolise leur métier. L'âme et le symbole, c'est clairement aussi une des quêtes de la marque employeur. Et cette expo, dès la saison 1, en quelques mois, elle fait plus de 50 000 visiteurs en ligne, 5 000 posts sur les réseaux sociaux, ce qui prouve que quand on est dans l'authenticité et pas dans le marketing surfait, évidemment, ça parle au cœur des gens. Voilà. Je reviens en arrière. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point? Parce que j'ai été, pour bien tenir mon timing, puisque j'ai 5 minutes d'avance, est-ce que vous voulez que je revienne sur des points qui vous ont interpellé ou pas? Je suis à votre disposition. Je vous en prie. Le discours socle? Le discours socle, c'est une fois que vous avez travaillé toute votre sémantique, en ayant bâti une forme de marque employeur, vous définissez évidemment les quelques items qui vont être récurrents pour présenter l'entreprise et vous rédigez l'histoire qui va être racontée en interne comme en externe. C'est globalement
une page, voire 2 pages maximum. Mais ce discours socle, il doit alimenter la com interne, la com de recrutement, la com d'intégration, le management, la formation. C'est vraiment quelque chose qui sert de toile de fond. Et ce n'est pas un dogme, hein. C'est quelque chose qui peut être challengé, évidemment, régulièrement, hein, pour le nourrir en fonction de l'évolution, y compris des générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux anniversaire, alors. Merci beaucoup. Merci, je crois qu'on peut applaudir. Merci à vous. Merci, M. Pitlet. Nous allons poursuivre cette cérémonie par quelques petits mots. J'invite Nathalie Krief, qui est vice-présidente chargée de la formation de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle à l'université, qui représente notre président ce soir. Merci, on vous écoute. Bonsoir. Alors, comme le président est absent, et je vous prie d'excuser son absence, puisqu'il est en mission à l'étranger, j'ai préparé quand même un petit papier, ce qui m'évitera de dire des bêtises. C'est ma grande spécialité. Donc, voilà, j'ai un petit discours écrit, Jérôme. Donc, l'IUT Jean Moulin a 30 ans. C'est un très bel âge. C'est l'âge où on peut encore mettre des bougies sur un gâteau. Après, c'est un peu plus compliqué, il n'y a plus de place. Je ne vais pas retracer l'histoire de l'IUT. Je souhaite juste témoigner de ce qu'il est aujourd'hui. Je suis vice-présidente depuis 3 ans maintenant, donc je travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des doyens et directeurs des différentes composantes. Et je veux témoigner de ce que représente l'IUT aujourd'hui au sein de notre université, puisque c'est une des 6 composantes de notre université, sur notre territoire, mais également à Bourg-en-Bresse. C'est vraiment une grande chance d'avoir un IUT, et j'en suis peut-être la preuve vivante, puisque moi j'ai fait un IUT avant de faire l'université, j'allais dire, avec ses grands amphis de 450, les fuites d'eau, j'étais à Bron. Voilà, donc pour ceux à qui ça rappelle peut-être quelques souvenirs. Donc l'IUT, c'est près de 1000 étudiants, dont une centaine sur le campus de Bourg-en-Bresse, avec un développement important, puisqu'on sait répondre aussi aux enjeux qui nous sont soumis par les besoins du territoire. C'est un des 108 IUT de France, alors qui se positionne de manière très stratégique sur des métiers qui sont particuliers, puisqu'il y a, je crois, une dizaine d'IUT qui détiennent la mention carrière juridique, et il y en a 2 dans cet ensemble-là, qui sont portés par l'IUT Jean Moulin, un à Bourg-en-Bresse et un à Lyon. Le BUT GACO aussi, il n'y en a pas non plus énormément. Infocom, c'est un peu plus développé, mais voilà, on a vraiment un IUT qui est positionné stratégiquement et qui offre, alors comme beaucoup d'IUT, des débouchés professionnels assez importants, assez rapides, puisqu'il y a des pédagogies très innovantes en lien avec la poursuite d'études. Et puis, je voulais dire également que c'est un IUT. Alors, j'ai regardé les classements, puisqu'on est bardé de classements aujourd'hui, alors qu'ils veulent tout dire et rien dire. J'ai pris celui qui me semblait être le plus pertinent par rapport au nombre de critères qu'il croise. Donc, c'est le classement TOTIS, tu dois quand même connaître. Non. Alors, je vais t'annoncer ton classement. Attention. Donc, l'IUT Jean Moulin fait partie donc, du top 20 des IUT classés. Alors, il y a 5 critères qui sont retenus. Je vais vous les livrer. L'attractivité globale de l'établissement, le taux d'accès Parcoursup, l'ouverture sociale, la diversité du recrutement et le niveau académique du recrutement sur Parcoursup. Et donc, l'IUT Jean Moulin fait partie du top 20. Et, ah oui, vous pouvez tous vous applaudir. Voilà. Mais j'ai dit top 20, mais j'ai rien dit encore, puisque en fait, l'IUT Jean Moulin se place au 2e rang de ce top. Et je donne l'année, c'était 2022. Hein, donc certains me disent, mais si c'est 1995, bon, voilà. Donc juste derrière l'IUT de Sceaux qui dépend de l'université Paris-Saclay. Paris-Saclay, si vous... Voilà. Ah, voilà. Donc on est en premier en fait. Hein. C'est ça qu'il faut retenir.
L'IUT, c'est aussi des réformes. Il n'y a pas de raison, Jérôme. Hein. Nous, on est sous la réforme des licences. Il y a celle des masters, il y a mon master. Bon, voilà, Et l'IUT, ce sont aussi des réformes. La plus emblématique, c'est celle de la réforme, alors de ce qu'on appelle synthétiquement, et c'est magnifique, le but. Voilà. Alors, on peut dire les BUT. Après, on dit les bachelors universitaires de technologie. Ça crée beaucoup de confusion. Mais voilà, le ministère en a décidé ainsi. Alors des réformes dont le sens, on parlait de sens tout à l'heure, le sens n'est pas toujours très lisible. Il y a un sens, on va dire, qu'il est caché. Voilà, parce qu'on estime qu'il y en a un, mais on ne le voit pas forcément. Et là, je tiens à témoigner de tout le travail qui a été fait par les équipes. Donc, tout ça n'aurait pas été possible sans les équipes pédagogiques qui sont particulièrement mobilisées sur cette réforme, sans les équipes administratives qui accompagnent aussi ces réformes. Je tiens vraiment à les remercier sincèrement parce que je les ai vus travailler. Les enseignants-chercheurs, les gestionnaires de scolarité, les personnels aussi qui sont en appui, on va dire, plus support. Ils ont accompagné les étudiants tout en menant une réforme qui est faite aussi pour les étudiants, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de rupture, il y a toujours une continuité de service. J'ai vraiment été témoin de ce travail, de cet investissement, et je peux dire qu'ils n'ont pas lâché. Ça a été dur. Parfois, il y a eu beaucoup de doutes, des craintes, des idées qu'ils ont émises pour dépasser certaines contraintes. Alors parfois, effectivement, on a fait des hypothèses, on a travaillé de manière à tâtons, hein, de manière à trouver des solutions parfois, parce que ce n'est pas possible de créer dans une université 10 000 heures en plus de formation. On n'a pas les moyens. Donc il a fallu trouver des subterfuges, j'ai trouvé une manière de contourner la réforme et de répondre à ces exigences. Mais tout en continuant à avoir conscience en fait, du bien-être des étudiants, de leur réussite et des aspects économiques, bien naturellement. Donc voilà, je tiens sincèrement à remercier les équipes. Et j'espère que vous avez compris, vous avez le soutien plein et entier de l'université. Moi, je suis juste vice-présidente de formation. Bon, il y a quelques petites choses qui suivent aussi après, mais sur la formation, c'est vraiment mon quotidien. Moi, si à côté d'une photo, il y avait, à côté de ma photo, il y avait une image, hein, si j'ai bien retenu tout à l'heure, moi, ce serait une maquette. Mais bon, parce que je vis dans des maquettes de formation et c'est parfois pas très agréable, donc je m'aère de temps en temps. Et là, c'est une vraie aération, une vraie respiration aussi quand je viens ici. Je veux juste terminer par quelques mots sur toi, Jérôme, parce que je crois qu'on te doit beaucoup. Merci de ton implication. Je sais que tu donnes beaucoup aussi. À titre personnel, moi, j'apprécie énormément les échanges que nous avons. Je te remercie pour la qualité de cette relation. C'est un luxe aujourd'hui dans l'univers professionnel d'avoir une relation qui est dans une activité professionnelle qui est basée sur un échange, j'allais dire, simple. Alors, on parlait d'authenticité tout à l'heure. Oui, c'est peut-être ça. Je crois qu'on est francs tous les deux, donc parfois on n'est pas d'accord, mais on se dit les choses. Et voilà, je voulais terminer pour rebondir sur la conférence précédente. Je crois que tu as déjà les 7 clés du leadership spirituel. Donc, voilà. Donc voilà, merci également aux étudiants d'être là. Je voulais remercier tout le monde, vous souhaiter un très joyeux anniversaire. J'étais ravie d'être là parmi vous. Et c'est pas fini, hein, je crois qu'il y a quelque chose après. Hein, tu nous as promis quelque chose après. Voilà, merci à tous. Poursuivez sur cette voie. Et je crois que si les étudiants qui sont là peuvent écouter une petite voix d'une responsable pédagogique aussi, moi je suis enseignante, imaginez tout le travail qui est fait derrière par vos enseignants, par les responsables administratifs et j'allais dire par tout un ensemble, une structure, ne serait-ce que pour que vous ayez une salle le jour J pour avoir cours. Je crois c'est vraiment une fourmilière l'université et donc je tenais aussi par ce biais à remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien à l'université pour faire en sorte que vous ayez des salles opérationnelles où il fait parfois froid, parfois chaud, mais vous avez des salles et ça, c'est peut-être bien l'essentiel. Voilà, bonne soirée à tous et merci.
Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Vice-présidente. Merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir maintenant Maître Stéphane Guinan, président du Conseil de l'IUT. Alors, on va poursuivre par quelques discours un petit peu plus institutionnels. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les professeurs et enseignants, mesdames et messieurs les personnels administratifs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise partenaires de l'IUT, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans ces murs pour célébrer le 30e anniversaire de la création de notre IUT. Votre présence, aussi nombreuse ici, témoigne de l'intérêt et de l'attachement que vous portez à notre institut, à ses réalisations, à ses projets, mais également aux femmes et aux hommes qui le font vivre au quotidien à travers leur engagement dans les missions qui sont les leurs. Moment festif et de convivialité, on l'a dit, la célébration de ce 30e anniversaire est aussi l'opportunité, après avoir écouté M. Didier Pitlet, que je remercie pour sa très intéressante conférence, de revenir quelques instants aux origines de notre IUT et plus généralement des IUT dans leur ensemble, non pas dans un élan nostalgique, mais avec la volonté de continuer à témoigner de leur capacité à évoluer en permanence. Sans être trop long, rappelons en effet que c'est sous l'impulsion du professeur Émile François Callot qu'a été créée notre IUT par décret du 16 février 1993 comme composante de l'université Jean Moulin Lyon 3, et ce en application de la loi sur l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984, dite Savary, qui a donné aux instituts créés au sein des universités leur cadre juridique. Souvenons-nous que la création des instituts universitaires de technologie remonte, quant à elle, au décret du 7 janvier 1966 portant la signature de Georges Pompidou, alors Premier ministre. Le rapport qui lui avait été présenté par M. Christian Fouché, ministre de l'Éducation nationale, précisait notamment les points suivants, je cite. « C'est ainsi qu'apparaît la nécessité de créer, à côté de l'enseignement des facultés et des classes préparatoires aux grandes écoles, une voie nouvelle de conception originale. Celle-ci doit intéresser les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans un esprit différent et acquérir dans un délai moins long une formation permettant d'accéder directement à des activités professionnelles. Dans tous les secteurs d'activité, et plus particulièrement dans les secteurs secondaires et tertiaires, ainsi que dans la recherche appliquée, se développent des fonctions nouvelles d'encadrement technique. Ces fonctions ont des caractéristiques communes. Elles impliquent une spécification plus poussée que celle de l'ingénieur et une formation générale plus étendue que celle du technicien. Elles exigent un effort permanent de réflexion, une maîtrise suffisante des moyens d'expression et de communication et la capacité de s'adapter à un milieu en constante évolution. La création d'instituts universitaires de technologie doit répondre à ces impératifs. Ces nouveaux établissements d'enseignement supérieur assureront, par une pédagogie appropriée et en faisant appel à la collaboration des professions, une formation scientifique et technique de caractère concret, bien adapté aux réalités contemporaines. Près de 60 ans plus tard, cet énoncé des raisons, alors à l'origine de la création des IUT, correspond toujours à la mission qui est la leur et est ainsi parfaitement d'actualité. Les IUT constituent une voie de formation de référence, régulièrement plébiscitée par les jeunes et leurs familles, d'une part, et par les entreprises, d'autre part. Les IUT représentent aujourd'hui une offre de formation
porté par 108 instituts, irriguant tout le pays et proposant 24 spécialités, encadrées par des équipes pédagogiques qui accueillent plus de 130 000 étudiants chaque année. Depuis leur création, les IUT ont formé 2 millions de diplômés. Ces chiffres, quelle que soit leur importance, ne doivent pas masquer un autre élément du succès des IUT, leur constitution en réseau. C'est grâce à la densité territoriale de ce réseau que les IUT assurent, d'une part, une formation performante conduisant à l'insertion professionnelle ou à la poursuite des jeunes issus de toutes les couches de notre société, et permettant, d'autre part, à nombre d'entreprises d'accéder au transfert de technologies en s'appuyant sur la recherche universitaire, leur garantissant ainsi une compétitivité technologique. Par leur diplôme à définition nationale, mis en œuvre depuis leur création, les IUT assurent aux entreprises, notamment les plus petites, une lecture facilitée des compétences dont elles ont besoin et aux salariés une garantie de mobilité professionnelle tout au long de leur carrière. En témoigne le fort taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés, puisque la grande majorité d'entre eux, souhaitant intégrer directement la vie active, trouvent un emploi dans les quelques mois suivant l'obtention de leur diplôme. Cette voie technologique, porteuse de débouchés que sont les IUT, a été créée à l'origine afin d'assurer une mission spécifique au sein du monde universitaire: la formation technologique supérieure de techniciens dont notre pays avait besoin. Cette filière fait partie de celles qui permettent à l'université de renforcer ses liens avec l'économie et les entreprises. L'article 2 des statuts de notre IUT en témoigne, et je cite: « L'IUT participe à l'organisation de nouvelles synergies entre l'université Jean Moulin et le milieu socio-économique. » Les IUT entendent conserver et consolider cette double culture, université-entreprise, certifiée et approuvée depuis longtemps. Un ancien président de la Conférence des présidents d'université ne disait-il pas qu'il souhaitait, je cite, « des IUT forts dans des universités fortes ». Notre IUT s'inscrit bien évidemment parfaitement dans tout ce que je viens de rappeler. Il propose à Lyon ou sur les sites de Bourg-en-Bresse ou d'Annonay des formations professionnalisantes, comme les bachelors universitaires de technologie, grâce à ces 3 départements, ou encore 2 licences professionnelles, mais aussi un diplôme d'université. Ces formations se concentrent dans 3 domaines principaux qui sont le droit, la gestion et l'information-communication. Sa force tient dans sa spécificité qui consiste en une professionnalisation immédiate et très poussée. C'est d'ailleurs dans le cadre des assises de la professionnalisation que l'association des IUT 1 Rhône-Loire a organisé le 18 octobre 2016, à l'occasion des 50 ans des IUT, une journée centrée sur la professionnalisation avec la conférence de Cédric Villani intitulée « La romance moderne de la mathématique et de la société ». Le développement de formations en alternance, de formation continue et de démarches de validation des acquis de l'expérience contribue dans notre IUT, comme dans les autres IUT, à satisfaire les besoins croissants des entreprises. Cette alternance a encore gagné en importance cette année à Lyon 3 et devient un véritable pilier de la professionnalisation des étudiants. L'alternance, c'est plus qu'une simple méthode d'apprentissage. C'est une véritable expérience qui prépare les étudiants à réussir dans le monde professionnel. Elle offre la possibilité unique d'acquérir des pratiques réelles tout en poursuivant une formation académique. Pour les entreprises, l'alternance représente un moyen de recruter des talents potentiels et les étudiants leur apportent une énergie nouvelle. Cette année, notre institut voit le nombre de ses alternants dépasser 300, ce qui n'était jamais arrivé. Le chemin parcouru en 30 ans a été long et riche,
et a vu notamment notre IUT quitter la manufacture des tabacs pour venir s'installer ici en 2014 dans ses propres locaux du pôle universitaire des Quais, renforçant sa visibilité institutionnelle et permettant aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif de bénéficier de conditions de travail encore meilleures et plus fonctionnelles. Notre IUT a développé depuis quelque temps un accueil volontariste des bacheliers technologiques et afin de garantir l'excellence de son enseignement et de son organisation, il s'est engagé depuis plusieurs années maintenant dans une démarche qualité centrée sur le parcours de l'étudiant. Pour conclure, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des collaborateurs de notre IUT, enseignants, titulaires et vacataires, personnel administratif, qui contribuent avec dévouement depuis 30 ans à la formation des étudiants, qui sont environ 1 millier chaque année. Tout au long de ces 30 ans, notre IUT a continué à renforcer ses liens avec les milieux professionnels, qui lui procurent à la fois des milliers d'heures d'enseignement par des professionnels extérieurs de grande qualité et des centaines de stages, de projets tutorés et de contrats de professionnalisation. Je veux d'ailleurs profiter de cet instant pour remercier une nouvelle fois toutes ces entreprises, dont certaines sont ici représentées, pour leur partenariat et les relations étroites que nous entretenons. Ce sont ces liens avec les entreprises qui donnent un sens profond à notre action. Je voudrais également rendre hommage en les remerciant pour tout le travail accompli, sans lequel notre IUT ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. À mes prédécesseurs, à la présidence du Conseil de l'IUT, M. Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation, et Maître Jean-Claude Ravier, notaire honoraire. Aux directeurs qui se sont succédés à ce poste, Monsieur le professeur Émile François Callot, administrateur provisoire à la création de l'IUT en 1993, puis directeur de 1995 à 2005. Monsieur le professeur Thierry Debar, directeur de 2005 à 2010. Monsieur Sylvain Cornic, directeur de 2010 à 2020. Et enfin, aujourd'hui, Monsieur Jérôme Travard, avec lequel j'ai le plaisir de travailler. L'IUT Jean Moulin Lyon 3, grâce à sa pluridisciplinarité, a non seulement rempli ses missions initiales, mais il a su évoluer pour rester en phase avec l'environnement universitaire et socio-économique de notre pays. Composante de l'université, notre IUT continuera à offrir aux étudiants et leurs familles des parcours de formation clairement identifiés, connaissant des taux de réussite, mais aussi d'employabilité très élevés. Les instituts universitaires de technologie ont été, sont et demeureront un outil exceptionnel au service de nos étudiants, de nos entreprises et du développement social et économique de nos territoires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Et je vous demande d'accueillir Monsieur Jérôme Travard, directeur de l'IUT Jean Moulin Lyon 3. Bien, Monsieur le Président de l'Université de Lyon, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Université Lyon 3, Mesdames les directrices des IUT de Lyon 2 et de Roanne, Messieurs les directeurs honoraires Thierry Debar et Sylvain Cornic, Messieurs les directeurs généraux des services de Lyon 3 et de l'UDL, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment avec une grande fierté, une immense joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer les 30 ans de l'IUT.
Cet événement marque une étape importante dans l'histoire de notre institution et je suis bien sûr honoré de partager ce moment avec vous et d'autant plus honoré que j'ai entendu des mots extrêmement gentils à mon égard, je ne m'y attendais pas. Beaucoup d'émotions évidemment. Alors Aristote a écrit que le corps est au mieux de sa forme entre 30 et 35 ans. Alors je ne sais pas si le constat est vrai d'un point de vue médical, mais il est certainement pour notre IUT. Que de chemin parcouru depuis 1993. Au cours de ces 3 décennies, l'IUT Lyon 3, progressivement composé de 3 départements, comme l'a rappelé Maître Guinan, s'est également étendu géographiquement. Outre la maison mère, je dirais à Lyon, ici, dans ces murs, il y a aussi des diplômes qui sont portés sur le campus de Bourg et puis à l'Institut supérieur Saint-Denis d'Annonay, 2 partenaires avec lesquels nous sommes toujours contents de travailler, avec lesquels les échanges sont toujours très fructueux. Et depuis maintenant 2 ans, nous mettons en place un nouveau diplôme en 3 ans, le bachelor, le terme n'est pas très heureux, mais c'est ainsi, universitaire de technologie, le but. Alors, soyez rassurés, je vous épargnerai les habituels jeux de mots comme droit au but, le but est notre but, et voilà, et tutti quanti. Plus sérieusement, l'IUT est un lieu d'apprentissage et d'innovation. Il a formé des milliers d'étudiants, leur offrant les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière respective. Nous sommes fiers de voir nos anciens élèves exceller dans divers domaines, mettant en pratique le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, patiemment inculqué dans ces murs. Depuis toujours, l'IUT Lyon 3 a été un lieu de rencontre et d'échange, favorisant la diversité et l'inclusion. Les étudiants de différentes origines, de différentes cultures, de différents parcours se sont rassemblés pour apprendre ensemble. Les IUT ont, me semble-t-il, dans leur ADN, les notions d'égalité des chances et d'ascenseur social. Ils accueillent des étudiants de tous les milieux sociaux et, depuis quelques années, ils ont l'obligation d'accueillir 50% de bacheliers technologiques lors de la première année, ce qui favorise un brassage en tout point bénéfique. La marque IUT, comme le disait M. Didier Pitlet, est, je pense, cette diversité des publics, mais aussi le fait qu'un IUT est une structure très particulière, une structure hybride, qui ressemble un petit peu à un lycée, avec des cours, avec des petits effectifs, et aussi à une université, avec un mélange d'intervenants académiques et professionnels. Cela fait de nous tous, les IUT, l'avant-garde de l'innovation pédagogique. Nous avons adapté nos programmes, nos méthodes pour répondre aux besoins changeants du marché du travail et pour préparer nos étudiants aux défis de demain. En particulier, depuis la mise en place du BUT, nous développons une approche par compétences que les étudiants connaissent bien désormais, notamment au sein des situations d'apprentissage et d'évaluation, les fameuses essais, qui est l'autre nom d'une pédagogie de projet avec des travaux de groupe à rendre donc par les étudiants. L'IUT, je ne peux pas ne pas les mentionner, c'est bien sûr des équipes enseignantes et administratives. Pour former nos quelques 1100 étudiants cette année, nous avons même dépassé de loin les 1000, nous pouvons compter sur une quarantaine d'enseignants statutaires, 22 personnels administratifs et près de 150 vacataires, sans compter bien sûr le soutien de l'ensemble des services centraux de l'université. Et alors je profite d'ailleurs ici de la présence de 3 vice-présidents et du directeur général des services pour remercier encore chaleureusement l'équipe présidentielle actuelle, mais comme également les précédentes, pour le constant soutien qui a été assuré à l'IUT. Qu'il s'agisse de création de postes, c'est pas toujours facile, de rajout d'heures de formation, c'est encore moins facile, et puis généralement pour la bienveillance vis-à-vis de nos projets. Pour revenir à mes collègues enseignants et administratifs de l'IUT, derrière la froideur des chiffres, il y a, comme l'a dit Maître Guinan, je crois vraiment un engagement et un dévouement de tous les instants. Avec le peu de moyens qui sont les nôtres, nous parvenons à faire des miracles, et c'est grâce à vous, chers et chers collègues enseignants administratifs, que nous y parvenons. Votre expertise dans vos domaines respectifs et le soutien inconditionnel envers nos étudiants ont été les piliers de notre succès. Enfin, je tiens à remercier nos étudiants, présents et passés, pour leur confiance et leur engagement envers l'IUT Lyon 3. Vous êtes la raison pour laquelle nous existons et nous nous efforçons chaque jour de vous offrir la meilleure éducation possible. Est-ce que nous y arrivons? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que nous faisons le maximum. En conclusion,
Les 30 ans de l'IUT Lyon 3 sont une occasion de célébrer notre passé, de réfléchir sur nos réalisations et de regarder vers l'avenir avec optimisme. Une chose est certaine. En principe, je ne serai plus le directeur de l'IUT, dans 30 ans. Je ne pense pas. Sauf, qui sait, à ce que je me poutinise et que je reste un petit peu au pouvoir. Bon. Ce n'est pas forcément à souhaiter et je ne le souhaite pas moi-même. Mais dans les années à venir, dans un futur beaucoup plus proche, de nombreux projets pourront, je l'espère, voir le jour, avec la réalisation de toutes et tous, qu'il s'agit de la création peut-être de masters, qu'il s'agit du développement de la formation continue, afin de former au jour le jour des salariés, des agents publics qui voudraient progresser dans leur carrière. Donc je vous remercie encore une fois d'être toutes et tous présents ici. J'insiste particulièrement sur mes remerciements sur le pôle communication de l'IUT, Sylvain Cornic, directeur adjoint en charge de la communication, Fabrice Colombier, responsable de la communication à l'IUT, et Alessio Humbertrose, notre alternant qui s'occupe des réseaux sociaux, qui ont vraiment œuvré beaucoup pour que cette manifestation ce soir soit la meilleure réalisation possible. Vive l'IUT Lyon 3 et que les 30 prochaines années soient encore plus brillantes que les précédentes. Je vous remercie.